Voilà, bienvenue donc à notre émission Jacques Roger Show sur NRI Radio. Ce soir, nous recevons donc le monsieur Ousmane Terno Dieng, qui est donc le secrétaire général du Parti socialiste sénégalais, et par la même occasion aussi le vice-président de l'Internationale socialiste. Il est en visite donc aux États-Unis d'Amérique. Nous avons profité en même temps pour essayer d'arracher quelques mots à notre invité. Excellence, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Pour les auditeurs de Jacques Roger Show, juste avant de commencer l'émission, est-ce que vous voulez vous adresser au milieu d'auditeurs qui vous écoutent en ce moment? Ben, je voudrais les saluer et puis déjà me réjouir d'avoir à m'adresser à eux. Bon, et à répondre le plus clairement, le plus sincèrement à vos questions. Et j'espère que ils en tireront quelque chose en m'écoutant par rapport à ce que je vais dire sur les questions que vous me poserez. En tout cas, je demande leur indulgence, puisque, vous voyez, s'adresser à un monde aussi divers et aussi multiple, ce n'est pas souvent facile. Voilà. Et quel est donc l'objet de votre visite aux États-Unis d'Amérique en ce moment? Oui, eh bien, je suis membre du Présidium de l'Internationale socialiste et nous profitons de l'Assemblée générale pour rencontrer les chefs d'État et de gouvernement qui sont des socialistes et qui sont aux affaires, qui sont au pouvoir. Alors nous échangeons avec eux parce qu'il y a certains qui sont là depuis quelques années, d'autres qui viennent juste d'arriver. On veut connaître un peu, confronter aux réalités du pouvoir. Est-ce que leurs convictions socialistes restent les mêmes par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent dans une mondialisation qui est quand même une mondialisation capitaliste? Comment nos valeurs qui font notre engagement sont défendues et nous aussi, de notre côté, on leur fait le point de la situation, de nos situations nationales respectives. Et comme vous le savez, cette année et 2012, d'ici un an à peu près, ou un an et demi, nous avons une trentaine d'élections présidentielles et législatives en Afrique de l'Ouest. Et un certain nombre aussi en Afrique centrale et en Afrique australe. De tout ça, nous voulons discuter parce que ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait de plus en plus de socialistes aux affaires pour changer le monde. Parce que le monde est dominé par le capital. On veut que demain, il soit dominé par le mérite et par le travail. Justement, nous allons parler quand même de votre parti, le Parti socialiste sénégalais. Ça fait 11 ans quand même dans l'opposition. Ça fait quand même un peu trop, vous ne pensez pas? Oui, c'est un peu long. Ça fait 2 mandats. Bon, mais enfin, on aurait voulu écourter ça. Mais vous savez, ce n'est pas très facile lorsqu'on est resté aux responsabilités pendant une quarantaine d'années. Parce que nous sommes les héritiers de Léopold Sédar Senghor qui a fait 20 ans, 19 ans. Abdou Diouf en a fait 20, ça fait 40. Bon, que nous soyons maintenant dans l'opposition pendant 11 ans, 12 ans, c'est pas mauvais, je crois, pour un homme politique de connaître et le pouvoir et l'opposition, de faire un peu son introspection, de voir pourquoi on a été battu, qu'est-ce qui nous a été reproché, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous améliorer, et dans un deuxième temps, donner au peuple sénégalais l'occasion de comparer ce qu'ils ont vécu avant 2000 et ce qu'ils vivent après 2000. Et enfin, nous aussi, nous permettre de nous projeter dans l'avenir, ayant exercé le pouvoir d'une part, et d'autre part, ayant vu nos adversaires, c'est-à-dire le pouvoir libéral, en place, et la manière dont ils gèrent le pays. Je crois que tout ça mis ensemble devrait nous donner le profil approprié et les connaissances, l'expérience appropriée pour mieux servir notre pays, le Sénégal. Justement, les élections présidentielles auront lieu l'année prochaine. Vous avez certainement une stratégie pour pouvoir battre M. Wade. Justement, vous avez eu la coalition Binon-Sili-Sénégal. Comment cette coalition se porte? Oui, elle se porte plutôt bien. Et là, nous sommes pratiquement à la phase d'achèvement, pour parler comme les économistes. Parce que depuis un temps relativement long, nous sommes dans un processus et nous essayons de travailler pour avoir non pas un candidat unique, mais un candidat de l'unité et du rassemblement. Ça veut dire un candidat qui rassemble le maximum de partis possibles. Nous sommes aujourd'hui une trentaine à nous mettre d'accord sur une déclaration indiquant un peu que nous référons aux assises. Nous allons mettre en œuvre les conclusions des assises dont je vous avais parlé l'année dernière, je m'en souviens. Et maintenant, aujourd'hui, on a défini le profil et les critères pour désigner consensuellement, non pas par des primaires où on vote, mais consensuellement, un candidat de l'unité et du rassemblement. Nous voulons aussi un nouveau régime qui sera un régime qui va équilibrer les pouvoirs au sein de l'exécutif entre le président de la République et le Premier ministre. Une assemblée qui va être le centre d'impulsion de la vie démocratique et
une justice indépendante avec une véritable cour constitutionnelle à la place du Conseil constitutionnel. Alors, nous avons réfléchi à tout ça et lors de notre dernière réunion, nous avons pu définir le profil et les critères. Et on a mis en place une commission ou un comité de sages qui va être chargé maintenant de voir un peu parmi les candidatures qu'il y aura, comment on peut les rassembler, faciliter la recherche de cette candidature. Et ça, nous nous sommes donné le mois d'octobre pour qu'à la fin du mois d'octobre, nous puissions arriver à une candidature du rassemblement et de l'unité. Mais je ne dis pas que ça va être fait. Il y a toujours des ambitions qui s'entrechoquent, des réalités partisanes qui vont se croiser. Mais je crois que nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, il faut se dépasser, il faut se surpasser pour faire partir Abdoulaye Wade. Parce que la perspective d'Abdoulaye Wade, encore là pour 7 ans, est une perspective apocalyptique. Et je crois que ça va nous pousser à faire les efforts nécessaires pour nous mettre d'accord. Justement, parlez-nous du profil, le profil du candidat. Là. Parlez-nous un tout petit peu de ce profil. Le profil, nous disons que, bon, on a indiqué un peu qu'il est nécessaire que le prochain président de la République soit un rassembleur, parce que nous sommes dans une coalition. Nous pensons aussi qu'il va avoir, ce qui est la même chose, un esprit d'équipe, qu'il doit avoir une expérience des affaires de l'État, une longue expérience, une autorité, un rayonnement, des connaissances au plan international aussi, et être dans un parti, dans un appareil représentatif. Parce que, comme nous sommes en politique, la représentativité joue un rôle essentiel. Que ce candidat soit crédible, ce candidat soit digne de confiance, soit un homme sûr. Voilà, entre autres, il y a une dizaine de critères autour duquel nous voulons définir, nous voulons choisir celui qui va être notre porte-drapeau. Mais en réalité, il ne s'agirait pas d'un messie, il ne s'agirait pas d'un homme qui vient pour régler l'ensemble des problèmes, mais qui soit le capitaine, le manager, le coordonnateur d'une équipe que nous allons former. Et dans cette équipe-là, il y a des hommes d'État d'une très grande réputation, d'une très bonne réputation, disons. Et je crois que si nous y arrivons, nous aurons une bonne équipe pour servir le pays. Justement, certaines personnes disent que vous êtes certainement la personne qu'il faut pour pouvoir battre M. Wade. Qu'en pensez-vous? Aussi, nos amis, nos camarades nous font confiance. Je crois que nous allons essayer, avec eux, ensemble, de relever le défi. Une fois de plus, en se disant qu'il ne s'agit pas d'un challenge personnel, mais il s'agit de rassembler une équipe, de travailler avec cette équipe pour pouvoir gagner, sachant que le pays est tellement dégradé, le pays est tellement abîmé qu'il faudra une synergie très forte pour pouvoir relever l'ensemble des défis, parce que je suis persuadé qu'il faudra des sacrifices, parce que les finances publiques, le cadre macroéconomique, les secteurs de production, tout est par terre. Et il faudra que les Sénégalais, qu'on leur tienne un langage de vérité, en leur disant ce que nous avons trouvé là, et sur la base de ce que nous avons trouvé là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je crois que si on tient aux Sénégalais un langage de vérité, on arrivera à rattraper progressivement ce qui a été abîmé, sauf maintenant les valeurs qui fondent notre société, sur lesquelles aussi le sens de l'honneur, la dignité, le respect de la parole donnée. Je crois que ça, c'est des choses importantes que ce régime-là a détruit, mais que nous allons essayer de recoudre. Vous avez parlé de ce régime à détruire. Parlez-nous un peu du bilan de M. Wade. Est-ce que vous pensez qu'il a un bilan positif ou bien négatif? Le bilan est négatif. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait. Bon, il a une volonté certaine et une certaine habileté politique. Il a voulu concentrer ses forces sur, d'une part, l'agriculture, la relance de l'agriculture, et d'autre part, les infrastructures. Pour les infrastructures, il est certain qu'il a changé le visage de notre ville qui est Dakar en réhabilitant la corniche, c'est-à-dire en aménageant, en embellissant et en élargissant. Ensuite, il y a aussi pour la sortie de Dakar une autoroute à péage qui va être bientôt fonctionnelle, mais qui reste à terminer. Il y a aussi la voie dégagement nord. Donc, sur le plan des infrastructures, il y a des efforts que Wade a fait. Mais ce qu'on lui reproche, c'est une mauvaise allocation des ressources. Parce que cet ensemble-là a coûté, bon an, mal an, plus de 1000 milliards. Nous aurions souhaité qu'avec ces 1000 milliards, que le tiers, les 300, soient consacrés à la ville de Dakar et les 700 autres au reste du pays. Parce que sinon, on a une grosse tête sur un corps fragile.
Et il y a encore beaucoup de localités qui sont enclavées et qu'on aurait pu, à mon avis, désenclaver avec cette somme-là. Donc, nous lui reprochons une mauvaise allocation des ressources. Maintenant, pour ce qui concerne l'agriculture, avec sa guana, là aussi, il y a un problème d'approche et de vision, parce que notre agriculture est une agriculture familiale. On ne peut pas, du jour au lendemain, la transformer en entreprise de grands fermiers, en entreprise agricole, sans créer un gros dommage au niveau social. De ce point de vue-là aussi, je crois que beaucoup d'argent a été injecté dans ce domaine-là et on n'a pas eu les résultats incostés, les résultats que nous attendions. Enfin, sur le domaine de l'énergie, là c'est le plus grand échec, vraiment, véritablement, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, à Dakar, les délestages, les pannes, les coupures d'électricité c'est le lot quotidien aujourd'hui. Alors, et que de ce point de vue-là, après y avoir mis 800 milliards, puis avec un projet TACAL de 600 milliards, ça fait 1400 milliards, on est dans une situation qui est pire que celle de 2000. Il y a là un échec patent, et de ce point de vue-là, je crois que ça fait partie de nos urgences, les urgences sociales que nous allons régler. Le problème de l'électricité, il faut le régler. Le problème de la campagne de commercialisation et la campagne agricole, il faut régler. La question des inondations constitue une urgence et le coût de la vie de manière générale. Voilà les questions auxquelles nous allons nous attaquer si nous sommes aux responsabilités dès la première année. Mais justement, le président Wade dit qu'en 10 ans, il a fait plus qu'en 20 ans où vous étiez au pouvoir. Il pense que son bilan est assez positif. Oui, c'est normal qu'il défende son bilan, mais les Sénégalais font leur propre bilan. Or, le bon bilan, c'est le bilan fait par les Sénégalais. Mais les bilans faits par le pouvoir ou l'opposition sont des bilans forcément contestables parce qu'il y a une part qui relève de la défense partisane. Tandis que maintenant, le bilan qui est fait par les Sénégalais eux-mêmes, je crois que c'est ce bilan qui va trancher et on verra bien si les Sénégalais sont d'accord sur le bilan, sur son bilan, sur le tripatouillage de la Constitution, sur l'effort de monarchisation, c'est-à-dire qu'il essaie de se faire, ou de dynastisation parce qu'il souhaite se faire remplacer par son fils. Je crois que les Sénégalais le jugeront sur ça et le jugeront sévèrement. Et je crois que le coup de semonce ou l'avertissement a été les élections locales passées qui ont montré que, en tout cas, les Sénégalais des villes et beaucoup de Sénégalais des campagnes lui ont tourné le dos. Justement, vous avez parlé de la Constitution tout à l'heure. J'aimerais avoir votre point de vue par rapport à la troisième candidature du président Wade. La troisième candidature du président Wade est impossible. Abdoulaye Wade n'a pas le droit de se présenter. D'abord parce que les articles pertinents de la Constitution, 27 et 104, le lui interdisent. Et que lui-même, qui est en fait un interprète authentique de cette Constitution, qui a choisi les constitutionnalistes qui ont rédigé la Constitution, constitutionnalistes qui sont aujourd'hui avec nous et qui ont confirmé les termes dans lesquels lui, il voulait que ces articles soient rédigés. Que lui-même, il a dit, Abdoulaye Wade, que les temps de gouvernement qu'on avait avec Diouf et Senghor ne sont pas des temps démocratiques. Parce que 20 ans au pouvoir, 19 ans au pouvoir, ce n'est pas un temps démocratique. Lui, il veut revenir à un temps démocratique, et le temps démocratique, c'est 2 mandats. Et il l'a dit. Alors, lorsqu'on lui a posé la question, il a dit d'abord qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, qu'il a le droit de se dédire, mais c'est inacceptable pour un chef d'État. Et aujourd'hui, la majorité écrasante des constitutionnalistes sénégalais et dans le monde reconnaissent qu'Abdoulaye Wade ne doit pas se présenter, il n'a pas droit à un 3e mandat, et maintenant, le peuple sénégalais, dans sa jeunesse, comme au niveau de Y'en a marre, dans les syndicats, au niveau des partis politiques, disent que Abdoulaye Wade ne doit pas se présenter, il n'a pas droit à un 3e mandat, et nous nous battrons pour qu'il ne se présente pas. Et s'il se présentait alors? Oui, mais nous ferons tout pour qu'il ne se présente pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous allons, comme nous l'avons fait hier déjà, à la place de l'Obélisque, manifester, et comme nous l'avons fait le 23 juin à la place Soweto, le pousser à retirer le projet, parce qu'il avait fait un projet d'un ticket dont on entrevoyait confusément qu'après lui, ça devrait être son fils. Mais ça, les Sénégalais n'en veulent pas, les Sénégalais le rejettent. Et les Sénégalais comprennent aujourd'hui que ce monsieur-là, qui a 86 ans, les autres disent 90 ans, s'il se présente pour 7 ans, il sera presque centenaire. Mais à 100 ans, on ne peut pas être à la tête d'un pays, ce n'est pas possible. Même à cet âge qu'il a là, ce n'est pas raisonnable. Et c'est pour cela que nous sommes étonnés que tous les démocrates du monde ne se lèvent pas pour combattre cela. Parce que ce qui se fait dans ce pays avec quelqu'un qui a 86 ans, 87 ans,
89 ans, qui veut se présenter, on n'aurait pas imaginé, ni aux États-Unis, ni en France, dans aucune des démocraties. C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les démocrates du monde pour quand même qu'ils fassent écho à notre combat et que Abdoulaye Wade maintenant se retire, prépare dans son parti quand même, le parti dans lequel il est depuis 26 ans, bon, depuis 74 disons, à la tête de ce parti-là. Mais il aurait dû penser à préparer sa succession et non pas à manger ses fils les uns après les autres et à créer une situation qui est une situation pratiquement de chaos au sein de son parti. Parce qu'il n'est pas normal qu'au sein de ces partis, qu'il n'y ait pas une seule personne qui soit capable de le remplacer et de se présenter. Ce n'est pas acceptable. Sinon, il a fait du mauvais travail. Revenons à une autre affaire certainement qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit de l'affaire Bourgi. Est-ce que vous n'avez pas connu ce genre de transaction quand vous étiez Premier ministre? Non, 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 pas du tout. Non, nous d'abord, nous n'avons jamais voulu affaire à ces messieurs de la France-Afrique parce que nous pensions que notre pays devait être gouverné par ceux qui ont été élus par les Sénégalais et non pas par des intermédiaires ombrageux qui viennent, qui vont et qui viennent et qui plus font du chantage. Et nous n'avons jamais jugé utile, en tout cas pour le temps que j'étais aux côtés de Senghor pendant 3-4 ans et à côté du pendant 20 ans, nous n'avons pas connu ce genre d'affaires. Monsieur Théodore Dieng, nous avons le dernier mot, la dernière question. Hein. Bon, certaines personnes disent que le Parti socialiste sénégalais a un plan B au cas où vous n'êtes pas du tout le candidat choisi pour les élections présidentielles. Que répondez-vous par rapport à ça? Non, le Parti socialiste n'a pas un plan B. Le Parti socialiste pense que... Allez-vous accepter si vous n'êtes pas du tout choisi? Mais vous savez, nous acceptons si les conditions dans lesquelles le choix a été fait par Benno Siggil Sénégal est un choix objectif, obéit aux critères que nous avons fixés. Si celui qu'on a choisi respecte les critères qu'on aurait choisis et remplissent plus que nous les critères que nous allons choisir, mais nous allons accepter le choix qui aura été fait parce que c'est ça la démocratie. Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Dieng. Votre dernier mot. Ben, je vous remercie de m'avoir donné cette occasion de m'adresser à tous vos téléspectateurs et j'espère que j'ai participé plus ou moins à leur faire connaître beaucoup mieux les réalités politiques de notre pays, le Sénégal. Je vous remercie, monsieur. C'est moi qui vous remercie.